Hausse des prix, l'indice a augmenté de 0,5% en décembre. Conférence sur le désarmement, le ministre français des Affaires étrangères présent pour la première fois depuis 17 ans. Avortement, les difficultés d'application de la loi, c'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les prix auront augmenté en 78 de moins de 10%, 9,7 très exactement. Voilà la déduction mathématique du dernier indice que nous attendions, c'est-à-dire celui de décembre, petit indice 0,5%. Alors pour fixer les esprits, la hausse pour 78 reste très semblable à celle des années précédentes. Elle était de 9,9% en 76 et de 9 tout rond en 77. Mais tout cela c'est déjà du passé, le chiffre reste quand même élevé. Alors peut-on faire mieux cette année? Oui, répond René Moudry. En 1969, il faudrait que nous arrivions à 8%, car vous savez que nous aurons des contraintes extérieures, à la fois à la compétitivité de nos entreprises et aussi l'entrée dans le système monétaire européen. Malheureusement, l'augmentation de 15% des prix de l'OPEP, plus la tension sur le marché pétrolier avec les événements d'Iran, ne nous facilite pas la tâche. Néanmoins, avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de responsabilité des chefs d'entreprise et des différentes agences économiques, nous devons nous rapprocher le plus possible de cet objectif de 8%. Vous ne craignez pas trop l'indice de janvier? Certainement, l'indice de janvier ne sera pas un bon indice, car il sera influencé par les loyers, par la période de gel, par l'augmentation de la taxe intérieure sur l'essence, et puis aussi déjà par le marché pétrolier. Mais enfin, après janvier, j'espère que les performances seront meilleures. On verra donc. La Lorraine face à son destin, la Lorraine qui hésite toujours entre l'espoir et l'abattement et qui reste des plus circonspectes quand on lui annonce des créations d'emplois destinées à éponger les pertes de la sidérurgie. Aujourd'hui, ce n'étaient pas des syndicalistes que l'on trouvait dans la rue, mais des enfants de sidérurgistes, près de 10 000 en tout. Jacques Merlino les a accompagnés tout au long de l'après-midi. Nous avons donc retrouvé Jacques Merlino qui se trouvait aujourd'hui à Longwy. Unité, solidarité, Pourquoi tu es ici? Je suis ici pour défendre la Lorraine. Qu'est-ce que ça veut dire défendre la Lorraine? Pour la sauver. Où il travaille ton père? À la chaire de l'usine. Il va être licencié? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire licencié? Qui va être à l'usine. Ça te fait peur ça? Oui. Pourquoi? Parce que nos pères ils n'auront plus de travail. Il ne pourra plus ramener des sous. Faire descendre les enfants dans la rue, ce n'est pas un peu de la démagogie? Il ne s'agit pas de faire descendre dans la rue les enfants, bien au contraire. Il s'agit d'affirmer une présence et une existence dans ce bassin. Lorsque nous parlons de milliers et de milliers d'emplois supprimés, cela veut dire que c'est l'avenir aussi de ces milliers d'enfants qui est compromis. Où iront-ils travailler si la sidérurgie disparaît de notre bassin? Où resteront leurs parents si l'emploi est supprimé? Ils existent aussi, ces enfants. On n'a pas voulu prendre en compte dans les mesures de licenciement qui sont annoncées le fait dramatique qu'il y a derrière cela, ces milliers d'enfants que vous allez voir. Vous êtes enseignant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe dans la tête des enfants? Oui, je suis enseignant et j'enseigne évidemment à Erserange, où la majorité de mes enfants, c'est-à-dire plus de 80%, leur papa travaille soit à la chaire, soit à Usinor. C'est dire, disons, dans la tête des enfants si les discussions qui se font au sein de la famille recèlent un profond écho. Ça se traduit, disons, dans le jeu, ça se traduit dans l'expression, ça se traduit dans le dessin. Une de mes collègues demandait d'illustrer la bonne année. La bonne année, une carte de bonne année, elle demandait à dessiner à ses élèves. Qu'a-t-il dessiné? Eh bien, il a dessiné un sidérurgiste grimaçant et un sidérurgiste souriant. Il avait écrit en dessous « Il faut rester ici en 79 ». Dans ma classe, je demandais simplement une application d'un exercice traditionnel d'orthographe. L'enfant m'a dit comme phrase « Si l'usine ferme, mon papa sera renvoyé ». Le mot « renvoyé », il est lourd de signification pour cet enfant. Vous le voyez, en attendant la lettre de Raymond Barre, les sidérurgistes ne semblent pas décidés à relâcher leurs efforts, à décrocher. Ils ont prévu pour les 3 mariages en Lorraine et puis pour la mi-février, une grève de 24 heures de la sidérurgie française. De manière générale, on peut que le climat social se détend. D'autres mécontentements apparaissent de ci, de là. Par exemple, la Rive de Gier. La ville de Rive de Gier, dans la Loire, était complètement bloquée ce matin. Des centaines de manifestants barraient la nationale 88, l'autoroute 47, la voie ferrée qui va de Lyon à Saint-Étienne. Ils voulaient protester contre le licenciement de 728 salariés dans une usine de la ville, l'entreprise Marel.
Un ordre de grève avait été lancé dans les autres entreprises. L'appel venait de la municipalité de Rive de Gier, de tous les syndicats ouvriers, sauf FO, et de la CGC. Au même moment, 3300 des 8000 ouvriers de Renault Le Mans débrayaient pendant 2 heures à l'appel de la CGT et de la CFDT. Ils réclamaient une augmentation uniforme des salaires et la création de nouveaux emplois. Toujours dans l'automobile, mais chez Chrysler France, dans l'usine de La Rochelle, les 2800 salariés qui avaient appris hier le licenciement de 250 de leurs camarades cessaient le travail ce matin pendant 1 heure. Cependant, les salariés de Manu France, eux aussi, attendent toujours avec inquiétude de savoir si leur nouveau PDG, M. René Mestry, aura les moyens de revenir sur les projets de licenciement de la moitié du personnel envisagés en décembre dernier par son prédécesseur, M. Gadoclé. Demain, on saura si le tribunal de commerce accorde un sursis pour les dettes de l'entreprise. La CGC, qui s'associe de plus en plus souvent aux autres mouvements, organise des manifestations à Paris le 29 janvier pour protester contre le chômage des cadres et l'augmentation des cotisations de sécurité sociale. 2 jours après, mercredi 31 janvier, un ordre de grève national CGT-CFDT touchera les banques. Motif, les conditions de travail, le pouvoir d'achat. Enfin, le 6 février, c'est une manifestation EDF-GDF qui doit avoir lieu dans toute la France à l'appel de la CGT et de la CFDT qui veulent expliquer à l'opinion publique les raisons de la panne d'électricité de décembre dernier. Enfin, une délégation du Boulonnais a été reçue aujourd'hui à l'hôtel Matignon pour évoquer les problèmes de cette autre région en difficulté. Cette actualité sociale met davantage en évidence un débat qu'a prévu le Conseil économique et social sur les accidents du travail. Débat houleux puisque son rapporteur vient de démissionner à l'issue du mauvais accueil fait à cette proposition. Mais quelle que soit l'issue de ce débat, Martine Alain-Regnault, il est intéressant d'essayer de saisir un petit peu l'occasion pour essayer de voir quels sont les métiers qui tuent, qui blessent ou qui usent. D'abord, le chiffre total. Oui, un dossier brûlant et vous allez le voir tout de suite, car ces statistiques, les dernières connues en 1976, sont encore partielles et vous comptez 1 200 000 accidents avec arrêt de travail, 130 000 accidents graves et 2400 morts par le fait du travail et par an. Alors, quels sont les secteurs qui bougent le plus? Les secteurs qui bougent le plus, vous avez en priorité bâtiments et travaux publics, les transports, surtout les transports routiers, pierre, terre à feu, bois, caoutchouc, métallurgie. Alors ce sont les secteurs les plus importants, mais au total, comptez, accidents de travail, accidents de trajet, 30 millions de journées perdues par an. Et si vous faites un compte de l'ensemble de ce que cela représente, c'est comme si le travail de 132 000 salariés pendant 1 an était perdu. Alors, quand on cherche quelles sont les professions les plus touchées en dehors des secteurs, vous trouvez bien entendu tout ce qui est manœuvre, ouvriers spécialisés et aussi des nationalités étrangères comme les Maghrébins qui paient un très lourd tribut. Alors, le Conseil économique et social est très ferme. Il voudrait qu'on améliore l'hygiène et la sécurité, et là, salariés et employeurs sont d'accord. C'est sur les moyens que les divergences commencent, car les uns voudraient créer de nouveaux comités d'hygiène et de sécurité pour des entreprises de 50 employés par exemple, alors que le patronat souhaiterait qu'on applique déjà toutes les mesures existantes. Alors, c'est une discussion très âpre. Des amendements ont un peu dénaturé le rapport Anthony ce soir. Le projet n'est pas abandonné, il est simplement renvoyé en section, et on en reparlera dans quelques semaines. Entendu. Au Conseil des ministres ce matin, une proposition du ministre de l'Éducation qui souhaite transférer certains pouvoirs aux recteurs, inspecteurs d'académie et chefs d'établissement. Et puis la nomination d'un successeur à Paul Deroche, qui était jusqu'à son décès directeur du budget. C'est Guy Vidal, ancien directeur général des douanes. Et puis pour en terminer avec ce Conseil des ministres, cet hommage du président à Madame Auriol, qui est morte dimanche. Elle a assumé, dit-il, à l'Élysée, avec générosité, ouverture d'esprit et élégance, la fonction de première dame de France. Dernière information en provenance de l'Hexagone, la conférence de presse du CERES, c'est-à-dire l'un des 3 grands courants du PS aujourd'hui. Une indication de tendance selon le CERES en prévision du congrès de Metz. La motion Mauroy-Rocard aurait 40% des voix, le courant Defferre-Mitterrand 35% et le CERES 25%. J'en arrive maintenant à la situation iranienne. L'abcès est ouvert depuis ce matin. On va bien vers une épreuve de force entre le Premier ministre Chapour Bakhtiar et l'ayatollah Khomeini, le chef de l'opposition religieuse. Ce matin, à l'aube, les chars ont pris possession de tous les aéroports d'Iran dans le but à peine voilé
d'empêcher provisoirement en tout cas le retour de l'ayatollah. Retour toujours prévu pour vendredi. Édouard Laure sur place. Il y a à peine une heure, nous avons essayé de pénétrer jusqu'à l'aéroport. Au 5e barrage, devant 2 énormes tanks stationnés en travers de la route, les militaires nous ont poliment demandé de faire demi-tour. J'ai demandé à un officier pourquoi on avait fermé l'aéroport. Pas de réponse. Quand il serait réouvert, peut-être demain, peut-être dimanche. On laisse, c'est évident, volontairement planer le doute. Pourquoi? Sûrement pas en raison des conditions atmosphériques, comme on l'a dit ce matin. Cet après-midi, la visibilité était parfaite. Pour des raisons de sécurité, cela fait à peu près 2 mois que les services au sol sont en grève et que les avions atterrissent à vue. Alors, s'il doit y avoir un lien entre la fermeture de l'aéroport par les militaires et le retour de Khomeini vendredi, et il y en a forcément un, c'est peut-être tout simplement parce que les responsables militaires sont déterminés à ne pas accepter le retour du leader religieux à n'importe quel prix. Mais voilà qu'à l'instant, j'apprends par la radio iranienne la réouverture de l'aéroport de Téhéran, une information à vérifier. L'impression générale reste quand même que le gouvernement Bakhtiar cherche à gagner du temps. Face à lui, l'ayatollah Khomeini reste de marbre, quoi qu'il arrive. Il tentera coûte que coûte vendredi de regagner son pays. À 3 jours de son retour en Iran, l'ayatollah Khomeini et son entourage montrent une sérénité surprenante. Ni les affrontements entre grévistes et militaires à l'aéroport de Téhéran aujourd'hui, ni les menaces d'un coup d'État de l'armée ou d'un attentat contre l'ayatollah ne paraissent les ébranler. À Naufle-le-Château, les préparatifs continuent comme si de rien n'était, en vue d'un départ de Paris par un vol spécial Air France dans la nuit de jeudi à vendredi prochain. Si l'aéroport de Téhéran est fermé à nouveau par l'armée, on tentera d'atterrir ailleurs en Iran, mais officiellement, l'entourage de l'ayatollah affirme que tout se passera comme prévu. L'armée, ajoutent les fidèles de l'ayatollah, n'osera jamais affronter les millions de partisans de Khomeini qui l'attendront à l'aéroport vendredi. Chacun en fait sait que l'ayatollah, en maintenant son départ pour Téhéran, prend un risque considérable, mais selon Khomeini lui-même, il s'agit d'un risque calculé. Oui, le risque est qu'en effet, à Téhéran, on révèle par exemple aujourd'hui qu'une tentative d'attentat contre l'ayatollah aurait été découverte il y a quelques heures. Pendant ce temps, se confirme ce que nous vous disions la semaine dernière. Le Shah ne semble pas vouloir se rendre aux États-Unis. Il restera plus longtemps que prévu au Maroc et reviendra peut-être après en Égypte. D'ailleurs, ses 3 derniers enfants quitteront la Californie pour le rejoindre au Maroc la semaine prochaine. Cessez-le-feu au sud Liban, il était temps car pour la seule journée d'hier, 1000 obus avaient été tirés par l'artillerie israélienne. Et puis Italie, pour la première fois, les Brigades Rouges s'en sont prises à un syndicaliste qui a été tué ce matin à Gênes. 8 mois après l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le désarmement de nouveau à l'ordre du jour, mais à Genève. Et pour la première fois depuis 17 ans, la France était présente en la personne du ministre des Affaires étrangères, Jean-François Poncet. Nous rejoignons Maurice Verton. La chaise de la France était restée vide pendant près de 17 ans. Aujourd'hui, le représentant de la France reprend sa place. Pourquoi ? Le gouvernement français adressait plusieurs sortes de reproches à la Commission créée en 1962 à la suite d'un accord russo-américain. Celui d'abord d'être dominé par les 2 super grands, qui seuls la présidaient. Le reproche d'être peu représentatif de l'ensemble des pays intéressés par le désarmement. Le reproche de servir presque uniquement de chambre d'enregistrement pour des accords conclus ailleurs. Par exemple, le traité de non-prolifération nucléaire de 1967, qui, dans une large mesure, servait uniquement à maintenir le monopole nucléaire des 2 superpuissances. Qu'y a-t-il de changé aujourd'hui ? Eh bien d'abord, le nouveau comité, créé par les Nations Unies, tend véritablement à l'universalité, à représenter l'ensemble des pays du monde, y compris la Chine qui occupera, quand elle le voudra, et probablement bientôt, la place qui lui est réservée. Le comité est présidé non plus par les seuls Russes et Américains, mais par chacun des pays membres à leur tour. Hasard de l'alphabet et signe des temps, c'est l'Algérie, M. Bouteflika, qui préside la première séance du premier mois. Dans ces conditions, toute proposition, d'où qu'elle vienne, et non plus seulement des Russes et des Américains, a des chances d'être examinée sérieusement. Ainsi, des propositions de la France de créer une agence internationale de satellites de contrôle du désarmement et aussi un fonds pour le développement alimenté en grande partie par des économies réalisées sur les armements.
Maurice Werter parlait bas pour ne pas déranger, mais je pense que vous l'avez compris. Objectif du gouvernement défini par Jean-François Poncet à propos du désarmement, eh bien ce désarmement, la France ne le conçoit pas comme une possibilité actuelle, mais comme le terme de la longue marche de l'humanité vers sa totale solidarité. Présidente de cette Assemblée, Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, premier des 40 États membres par ordre alphabétique, M. Bouteflika venait de quitter les délibérations d'Alger où se négocie la succession du président Boumedienne. Lui-même, vous le savez, se trouve en bonne place sur la liste des dauphins. Et pour la première fois, il a accepté de parler devant les caméras d'une télévision. Il a choisi Antenne 2 pour répondre aux questions de Maurice Werter. Première de ces questions, bien sûr, serez-vous le prochain président de la République algérienne? Je ne pense rien du tout, sinon que ce que pense la direction politique de mon pays et ce que pensent les militants du parti auquel j'appartiens, qui est le Front de Libération Nationale, et les décisions du Congrès, qui est l'instance suprême de notre vie politique, sont des décisions exécutoires. Jean-Paul II a accepté d'être médiateur entre le Chili et l'Argentine dans le différend qui les oppose sur le canal de Beagle. Il l'a annoncé ce matin, quelques heures avant de s'envoler vers Saint-Domingue. Quelques heures également avant de recevoir Andrei Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, qui, pour la première fois donc, a rencontré le nouveau pape. C'est la 5e fois que M. Gromyko franchit la frontière du Vatican. Il a eu un entretien avec Paul VI à l'ONU en octobre 1965 et est revenu donc 4 fois au Vatican. Je vous rappelle que Antenne 2 suivra particulièrement l'événement que représente le voyage du pape au Mexique. Samedi, nous retransmettrons en direct de Notre-Dame de la Guadeloupe la messe de 19h à 20h30 et puis dimanche, un journal en direct de là-bas. C'est maintenant l'heure de notre dossier hebdomadaire. Vous êtes nombreux, je crois, à apprécier cette formule qui nous permet d'approfondir l'événement et non pas de le survoler, comme nous sommes obligés de le faire trop souvent. Celui d'aujourd'hui est consacré à l'avortement. L'avortement qui porte le nom plus scientifique d'IVG, interruption volontaire de grossesse, et qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas du tout entré complètement dans les mœurs, surtout dans certaines régions catholiques, et davantage encore dans les petits bourgs où chacun surveille les faits et gestes de son voisin. Denise Boer a choisi d'aller en Aveyron. C'était la semaine dernière. Elle a posé beaucoup de questions, mais elle n'a pas trouvé un seul endroit où l'avortement se pratique librement. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, car en ce moment même, le conseil d'administration de l'hôpital de Rodez se réunit pour examiner le problème. C'est bien de problème qu'il s'agit, vous allez voir. J'ai arrêté les pilules le jour au lendemain sans savoir les conséquences que ça allait amener. Je suis tombée enceinte. Je ne pouvais en aucune manière garder cet enfant, autant au point de vue matériel à tous les niveaux. Je n'avais pas une situation stable, ne sachant plus que faire. Donc j'ai rencontré le conseiller de l'UDAF et lui exposant mon problème et lui demandant conseil à la limite puisque j'étais totalement affolée. Mais j'ai compris dans tout ce qu'il me disait qu'il était absolument contre l'avortement. Il m'a simplement fait prendre conscience de mon acte en me disant que je ferais peut-être mieux de le garder, d'amener la grossesse à terme et que si je n'avais pas de moyens à ce moment-là, que je pourrais l'abandonner. Et qu'il y avait des centres pour les recueillir. Je trouvais ça absolument terrifiant que l'on puisse se permettre de donner de tels conseils. Le témoignage de Martine est banal, et pourtant il est le reflet de la détresse de nombreuses Françaises. Légal depuis 3 ans et demi, l'avortement, mieux qualifié interruption volontaire de grossesse ou IVG, fait encore partie des interdits dans de nombreux départements, et l'Aveyron est de cela. Dans la petite ville de Rodez, on a peur du qu'en dira-t-on, les femmes se donnent les tuyaux, le bouche à oreille fonctionne, elles se débrouillent seules, ignorant les conséquences d'un avortement clandestin. Quant au planning familial, il existe à Rodez, il est installé dans le centre social des 4 saisons. Il reçoit 1 heure par semaine, une heure de longue attente pour sa déléguée, car peu nombreuses sont les femmes aveyronnaises qui viennent consulter et s'informer. Les informations sur la contraception ne passent pas. Elles ne passent pas dans le public, c'est dû au tabou, ce sont des choses dont on ne parle pas. Les docteurs ne font pas le travail d'information, ou elle est incomplète. Des femmes ne savent pas que si elles arrêtent la pilule, elles risquent d'être enceintes le mois d'après, comme nous les voyons venir. Et les femmes ne viennent chez nous, ne font l'effort de venir chez nous que quand elles sont confrontées à une grossesse non désirée. Alors à ce moment-là, elles viennent.
Alors qui sont les responsables de cet état de choses? Eh bien, il y a la mentalité, les tabous religieux, moraux, et puis aussi, dans une certaine mesure, beaucoup de docteurs qui abusent les femmes de façon à ce que, quand elles font appel à nous, elles aient dépassé le temps de grossesse. Nous sommes encore obligés d'en envoyer en Angleterre. Mal informés des termes de la loi, les femmes vont voir leur médecin, qui les dirige vers un autre confrère, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 10 semaines de grossesse prévues par la loi soient écoulées. Alors, elles ont aussi la solution de changer de département en allant à Montpellier, coût de l'intervention, 1000 francs. Vous passez pour être l'un des ordres médicaux de France les plus fermés au problème de l'intervention volontaire de grossesse. Pourquoi? Le problème de savoir si les médecins veulent faire ou non des avortements, c'est pas un problème qui concerne l'ordre des médecins, c'est un problème qui concerne chaque médecin individuellement. L'ordre a eu une position avant la loi Veil, au niveau national, bien entendu. Certains le lui ont reproché. Personnellement, moi je considère qu'il était quand même normal que l'ordre qui représente les médecins ait une position à ce sujet. La loi a été votée. À partir du moment où la loi a été votée, elle doit s'appliquer, mais à ce moment-là, l'ordre n'a plus à intervenir. Quelle est l'attitude des médecins de la région à l'égard de ces problèmes, notamment ceux des IVG? La meilleure des preuves, c'est qu'on n'a pas trouvé de gynécologue ou de chirurgien qui accepte de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Ça prouve qu'il y a sinon une hostilité au principe même de l'avortement, ou en tout cas de forte réticence pour le pratiquer eux-mêmes. Et à votre avis, cette hostilité s'explique comment? Elle est due à quoi? D'un point de vue pour des considérations morales, tout simplement. Une conception du rôle du médecin qui, évidemment, exclut une atteinte à la vie que représente quand même l'avortement, qu'on en dise, quelle que soit la date à laquelle on le fait. Et pourtant, à Rodez, au sein même de l'hôpital, 2 bureaux existent prêts à accueillir un centre de planification. Mais ils ne fonctionnent pas. La loi votée il y a 4 ans restant lettre morte en Aveyron, aucun médecin jusqu'à ce jour n'ayant voulu pratiquer d'interruption volontaire de grossesse. La direction départementale de l'aide sanitaire et sociale a bien du mal à faire appliquer la loi. Rodez ne pourra pas longtemps encore se défausser de ces IVG sur les départements voisins. Donc on a, de façon conjointe avec les organismes qui militent pour la planification familiale, l'intention d'installer au centre hospitalier de Rodez, au sein même de la maternité, un service qui pratiquerait bien sûr les IVG, mais serait relayé par, comme il est dit dans la loi, par la contraception et les conseils conjugaux. Pensez-vous trouver un médecin qui serait chef de ce service, gynécologue bien sûr, et qui accepterait de pratiquer l'IVG à Rodez? Il serait difficile de fixer ces conditions préalables à son recrutement. Il est quand même assez impensable que dans un établissement hospitalier d'État, parce qu'un docteur a un cas de conscience, il impose à toute une population de partager ses propres scrupules moraux. C'est une question à l'école. Non. Alors s'est créé un groupe de 30 médecins, des jeunes. Ils ont fondé le syndicat de la médecine aveyronnaise, espérant bousculer un peu la médecine traditionnelle en informant les couples des méthodes de prévention et de contraception. Nous pensons que l'avortement est un drame. Et nous voulons surtout éviter ce drame. Et c'est dans cet esprit que nous axons toutes nos actions sur la prévention. Nous pensons que la prévention doit être faite de manière beaucoup plus importante, d'une part au niveau de l'école, au niveau du lycée, puisque ça touche surtout les jeunes. Elle doit être faite également par les moyens d'information, les journaux, la télévision. Et le rôle du médecin, ça devrait être de pouvoir faire justement ce genre de travail en dehors du travail qu'il fait à l'heure actuelle. Entre parenthèses, je pourrais préciser que durant mes études de médecine, je n'ai eu que 2 heures de cours sur la contraception, ce qui est nettement insuffisant lorsqu'on veut jouer un rôle à ce niveau. Vous avez eu combien d'accidents, enfin d'interruptions volontaires de grossesse? 5, 6, je sais plus. J'ai essayé, réussi 4 fois par moi-même. Puis au dernier coup, j'en ai eu assez.
Et j'ai pas eu le courage de recommencer. Alors j'ai été voir mon docteur, qui m'a envoyé un chirurgien sur Rodez. Et il m'a dit que lui, s'il pouvait, il aurait 10 enfants. Et que dans le fond, moi, j'avais un 4e, et ben, c'était très bien. À la maternité de Rodez, il y avait une gynécologue qui, alors, elle m'a insultée en disant qu'elle était là pour faire naître des enfants, pas pour les tuer, que si je voulais pas avoir d'enfants, je n'avais qu'à pas coucher avec un homme. Et vous ne connaissez pas les méthodes contraceptives? J'ai essayé la pilule qui ne m'a pas réussi, et j'ai rien fait d'autre. Quelle est la position de votre mari à l'égard des moyens anticonceptionnels? Oh ben, vous savez, il est un peu comme tous les hommes, ça le touche pas trop, et débrouille-toi. Pourquoi souhaitez-vous que ce témoignage reste tout à fait anonyme? Parce que j'ai besoin de gagner ma vie, et je pense que si, comme je dis, mon mari est artisan, si nos clients, disons le maire de notre commune et tout le curé, tout ce que vous voudrez, étaient au courant, nous serions une famille rayée. Et tout le monde le fait, mais personne ne le dit. Et vous ne pensez pas que ce serait un peu peut-être une forme de courage que de vouloir paraître pour justement bousculer certaines... Et oui, mais madame, c'est vous qui me porterez l'argent pour vivre? Et quelle que soit la force de ce reportage, je répète bien que nous n'avons pas à choisir, nous n'avons pas à prendre de position, à chacun ses motivations physiques, religieuses ou morales. En revanche, on peut s'étonner de voir comment, dans les faits, une loi votée par le Parlement ne peut être appliquée. Et encore une fois, la liberté des médecins est entière, mais celle des femmes ne me semble pas, dans ce cas précis, pas vraiment respectée non plus. Alors essayons de dépasser maintenant le seul cas de l'Aveyron pour voir où en est l'avortement sur l'ensemble du territoire. En 1977, les interruptions volontaires de grossesse officiellement connues sont en légère progression par rapport à 1976. Un peu plus de 134 000 en 1976, 150 583 en 1977. En 1976, 64% des avortements étaient pratiqués en milieu hospitalier, les autres dans des cliniques privées. Les hôpitaux acceptant peu à peu d'appliquer la loi, l'avortement à l'hôpital a augmenté de 2% en un an aux dépens des cliniques. Les départements du centre de la France semblent être les plus défavorisés. En revanche, les régions à forte concentration urbaine comme l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes, Sud-Ouest et Provence-Côte d'Azur sont bien sûr celles où les avortements sont pratiqués en plus grand nombre, bien que la loi soit inégalement appliquée. Une femme sur 4 qui demande une interruption volontaire de grossesse a entre 20 et 25 ans. Et une femme sur 20 est âgée de 13 à 17 ans. Les femmes demandent très tôt l'interruption volontaire de grossesse, en général à moins de 8 semaines. Mais 30% d'entre elles échouent car elles dépassent les 10 semaines prévues par la loi. Ces retards sont dus à la longueur des démarches, au manque d'équipement et d'information, et bien souvent aux interdits moraux et religieux qui s'attachent à l'avortement. Voilà, pour terminer ce journal, des images de chasse, belles et cruelles à la fois. Le gibier est pourtant protégé par des lois, il s'agit de baleines, de cachalots et de rorquals, gibier traqué par des bateaux pirates. Le film que nous vous proposons ce soir, qui est très émouvant, a été réalisé par un membre de l'Organisation internationale de défense de la nature, Greenpeace. Regardez. Ce baleinier est un pirate. Il change sans cesse de pavillon. On ne sait trop à qui il appartient. Avec un équipage de Norvégiens et de Japonais, au large de la côte africaine, dans l'Atlantique Sud, il chasse, sans tenir compte des règles internationales et des quotas attribués aux flottes baleinières de chaque pays. On croit savoir qu'il écoule toute sa production au Japon par l'intermédiaire d'un transitaire africain. Dans l'illégalité jusqu'au bout, il tire aussi des espèces protégées, ainsi ce rorqual. Commun dans l'Arctique et l'Atlantique Nord, il est protégé dans l'hémisphère sud. Admirez la méthode employée contre les cachalots, l'espèce aujourd'hui la plus chassée dans le monde. On tire d'abord sur le grand mâle. Au lieu de s'enfuir, l'ensemble du troupeau va entourer son chef, le soutenir, essayer de le sauver. Il n'y a plus qu'à procéder à un massacre total. Tout est bon pour le pirate. Ce magnifique animal est un orque épaulard, le plus gros des dauphins, 9 mètres de long environ. Seule la France en a interdit la chasse,
Mais il n'y a pas de contrôle international. On gagne de l'argent même en tuant des dauphins. La baleine à bosse, devenue rarissime, est protégée depuis 1965. Et en 19 ans, aucun signe de repeuplement n'a été observé. Contre cette espèce menacée d'extinction, les baleiniers hors la loi peuvent célébrer une de leurs dernières et honteuses victoires. On est vraiment écœuré. Sans transition, parce que l'actualité est ainsi faite, quelques chiffres. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé d'abord. Tiercé qui se disputera demain à Vincennes. Elle a choisi le 18, le 20, le 17, le 14, le 8 et le 9. Et le 2 également. D'autres chiffres, ceux du loto, qui, comme chaque mercredi, va apparaître sur votre écran. Vous voyez le 6, le 19, le 26, le 36, le 37, le 40, numéro complémentaire, le 7. La page de la météo, aujourd'hui nouvelle offensive du froid sur l'ensemble du pays. Seules les régions méditerranéennes ont pu bénéficier de quelques éclaircies. Demain, ciel nuageux et pluvieux sur le midi, ailleurs gelée matinale. Et puis dans la journée, un temps changeant avec des éclaircies et des averses de neige. Vers 23 h, le dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude. Quant à moi, je prends congé de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver au Mexique dimanche soir. Et c'est Daniel Bilayan qui assurera mon relais. Bonne soirée, à bientôt.